surtout dans le domaine du football, avec le championnat et bien sûr les matchs tant attendus par l'équipe nationale. Nous aurons également Flab Nour dans sa rubrique aussi. Elle viendra nous parler donc de l'actualité de nos ressortissants établis à l'étranger. Et puis nous aurons également un film documentaire qui a été projeté hier à la Fondation Asla. Il s'agit donc du documentaire Hami Moussa, le bouquiniste d'Oran. Un très beau documentaire, en tout cas très touchant. Ce bouquiniste qui faisait partie en tout cas de le paysage urbain en tout cas à travers donc la ville d'Oran. Nous aurons également la rubrique Une page d'histoire avec Hassan Arab. Il nous parlera de la journée du 8 octobre 1957. Il reviendra à travers donc des faits très importants et des faits historiques. On terminera l'émission avec le FIBDA. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Ça s'est passé durant 4 jours. 4 jours durant lesquels bien de choses ont été décrites à travers des invités d'honneur de l'Algérie, à travers le Festival international de la bande dessinée. Aujourd'hui, gros plan sur des Italiens qui seront parmi nous. Ils ont donné des conférences et surtout des masterclass pour les jeunes qui s'intéressent à la bande dessinée et surtout l'illustration. Voilà, c'est tout ce qu'on a prévu de vous présenter ce matin. J'espère que vous allez apprécier. Et puis tout de suite, on va commencer avec une belle chanson avec tout de suite Shamsou du groupe Shamsou de Freakland qui nous chante Allo Allo.
Il le faut pour être en forme de bon matin et bien sûr bien entamer la journée. On va bien entamer avec le sport et puis surtout avec Samira. Bonjour Samira. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, Très bien, en forme avec votre très beau en ruban. forme, bien sûr, en solidarité avec toutes Tout à fait. les personnes qui souffrent. Exactement. Tout à fait. Et Riyad, bonjour. Bonjour. Désolé Comment pour ça mon va? retard, je n'ai pas commencé avec le début de saison, mais je suis là. Oui, vous êtes là. Alors avec aussi un beau ruban. Ben, il faut. Il faut l'afficher, c'est le mois d'octobre, il faut aussi être en solidarité. On va commencer. Contre le cancer du sein, il faut le répéter. Tout à fait. C'est important. Tout à fait. On va commencer avec vous. On a commencé avec un brin d'histoire avec Ouais, celle-là, mais là on va parler de de foot. sport. Tout à fait. On va parler de sport dans un moment, juste après cela. Le sport et surtout le football, puisqu'on va beaucoup parler, c'est la reprise du championnat et surtout, bien entendu, il y a 2 matchs très importants. 2 matchs importants, puisqu'il va y avoir une date FIFA dans quelques instants et on va en parler. Chronique exclusivement foot ce dimanche, avec la 7e journée du championnat de Ligue 1, Mobilis. Journée complète, il n'y a pas de match tronqué. Tous les matchs se sont déroulés, les 8. Ça a débuté vendredi avec 2 rencontres. La JS Kabylie qui est venue sur la capitale au stade du 20 août, affronter le Paradou. Victoire des Canaries, 2-1, victoire importante. Et puis, Louis VII, le promu, ça se passe à Ouargla, qui a accueilli le CR Belouizdad. On pensait que le CRB allait peut-être se réveiller chez le promu à Ouargla. Que nenni, match nul, un but partout. Louis VII tient bon dans ce championnat d'élite. Et puis, hier, samedi, la suite et la fin de cette 7e journée. Khenchla qui l'emporte 2-0 devant un excellent Moulay de Rang depuis le début de cette saison. Al-Bayad s'incline le Mouloudia local face à Ben Aknoun, 2-1. C'est la première rencontre de Ben Aknoun Al-Bayad depuis la descente de Ben Aknoun. C'était il y a 2 saisons. Ben Aknoun était parti perdre Al-Bayad pour descendre au purgatoire. Elle revient en Ligue 1 et est partie prendre sa revanche. Donc victoire 2-1 du club algérois. Match nul, c'était en direct sur Canal Algérie hier, commenté par notre ami et votre collègue du bonjour, Smaïl Belkhaïdia, qui a commenté en temps de sétif à Esochlef. Là aussi, pas de vainqueur, un but partout. Et puis, là, c'est la grosse surprise, la JS Saoura, qui revient fort dans le championnat. Saoura qui bat l'Olympique Arbou dans le choc de cette journée, 3-2, ce qui permettra à Saoura de prendre seul. Saoura, c'est Béchar qui est en tête du championnat après cette journée. CSC Usma, c'était à Constantine. Les Usmistes ont ouvert la marque par Draoui. Et le CSC a fini par égaliser, un but partout. Et enfin, le dernier match de cette journée, c'était hier soir, au stade Ali Ammar, dit Ali La Pointe, oui. À Douera, le stade du Mouloudia et des supporters qui ont rempli les gradins. C'était la première fois parce qu'ils ont joué à 8 kilos lors de la première rencontre. Le Mouloudia a battu une équipe de Mostaganem sans Boulhi dans les cages, 1-0. D'ailleurs, avant de vous donner les classements, on va voir un gros plan et un résumé de ce match. Mouloudia, Espérance de Mostaganem, résumé signé Sil Ahmed Bouraïb. Zala, Farhat, Ben Houa, Farhat, le centre de Farhat, attention, toujours danger. La reprise de Kipré, et c'est sauvé par Msmoudi. Pascal. Toumi, attention, ballon pour Toumi. Il va tirer Toumi, mais c'est à côté. Alamia pour le corner, attention, la tête. Quelle occasion. Sans contrôle. Ballon toujours pour Bayazid, il trouve Bouguera. Le centre de Bouguera, la tête et l'ouverture du score par Zakaria Neidji après un très beau centre et qui va célébrer avec le public. C'est ça ? Très beau centre, Neidji, le meneur de jeu de cette équipe du Mouloudia qui donne donc la victoire au Mouloudia. Le classement, je le disais donc, Saoura en tête, seul en tête, avec 14 points. Oui, vous faites bien de vous exclamer parce que c'est une surprise. Saoura, le tout c'est d'y rester, c'est ça qui va être compliqué. Il y a beaucoup de clubs qui ont des matchs en moins. Louis VII
Deuxième, c'est le promu. Hein. Les clubs du Sud sont en force, en vent en poupe. Donc Béchar en tête, Ouergla deuxième, Akbou troisième en compagnie de Khenchla. Et puis là, à partir de la 5e position, viennent le Moulia d'Alger, le Moulia d'Oran, ensuite Ben Aknoun et le CS Constantine et la JSK dans ce qu'on appelle le ventre mou du championnat, c'est-à-dire le milieu. Et puis en bas, les clubs qui sont en zone rouge, Serbie, Usma, Sétif et Laïso, sont 3 places avant la descente. Et puis le Bayad et le Paradou est en crise. Paradou, un seul petit point en 7 matchs. Rien ne va plus dans la maison du PAC. Il faudra absolument travailler, ressaisir. Ouais. Voilà donc pour la Ligue 1 et la 7e journée. Il va y avoir une date FIFA à partir du 9 octobre pour les 2 matchs de qualification en Coupe du Monde. Alors, il y a 2 matchs, c'est-à-dire 6 points en jeu. Il manque à la sélection nationale 3 points. 3 points pour se retrouver. On est bien normalement. On est bien. Allez, on va dire on est bien. On est bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je rappelle le programme, 9 octobre, ce sera jeudi prochain. On joue la Somalie à 17h. Samira, ça ne l'intéresse pas du tout. Ce que je raconte. Elle suit. Foot, mais ça m'intéresse. Alors, le 9 octobre, au stade Minoret Fidoran, on joue la Somalie. C'est la Somalie qui accueille en Algérie, puisque son stade n'est pas homologué par la CAF. Tout à fait. Elle a accepté d'accueillir en Algérie. C'est bien pour nous. Ça nous fait 2 matchs à la maison au lieu d'un seul. Donc, on joue la Somalie, dernier du groupe. Très, très bonne opportunité pour les Poulen Petkovic. 3 points, hein, synonyme de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça se passera je ne sais plus. aux États-Unis, Canada et Mexique. Voilà. Sur trois, et la Coupe d'Afrique, bien sûr, bientôt. Bientôt, très bientôt. Peut-être. D'accord. Peut-être. Alors, donc, et puis, mardi 14, au stade Tizi Ouzou Aït Ahmed de Tizi Ouzou, on joue l'Ouganda. Et là, il faudra tout simplement récolter 3 points sur 6 possibles. Et on l'espère. Encore une fois, à domicile, donc ça va. Donc, on espère les défiler juste après. Parce que la Coupe du Monde, on n'y est pas allé depuis. Allez, c'est le quiz maintenant. 82, je ne sais pas. Non, c'est Mira. On peut dire ma culture du foot. Brésil en 2014. 86. 2014. Allez, alors des nouveaux joueurs dans cette liste, des nouveaux venus. Il était attendu parce qu'il a changé sa nationalité sportive. Il faudra l'appeler Lucas, parce qu'il a un nom de famille lourd à porter. Très lourd, de responsabilité. De Zinedine Zidane, le gardien de Grenade, le club de 2e division en Espagne. Il y a des défenseurs, Rafiq Belghali, qui vient du Hellas Vérone, championnat italien. Autre joueur d'Italie, Mehdi Dorval, qui joue à Bari, également en Italie. Et puis Samir Chergui, qui lui joue au Paris FC, nouveau promu dans le championnat de France. Allez, on va revenir sur cette conférence de presse qu'a suivi pour nous Sami Achichou. La qualification pour la Coupe du Monde pour les Verts qui veulent composter leur billet dès leur prochaine sortie face à la Somalie sans attendre la dernière journée contre les Ougandais et éviter toute mauvaise surprise. Connaissant l'importance de ces 2 rendez-vous, le sélectionneur de l'équipe nationale Vladimir Petkovic a fait appel à 26 joueurs. Si la majorité de ces joueurs sont des habitués des lieux, pour d'autres, ça sera le baptême de feu et auront l'occasion de découvrir la chaleur des stades algériens. Cette liste est marquée par la présence pour la première fois du gardien de but Lucas Zidane, sociétaire du FC Grenade en Espagne, qui a récemment changé sa nationalité sportive, ainsi que les défenseurs Rafiq Belghali du Hellas Vérone en Italie, Samir Chergui du FC Paris ou encore Mehdi Dorval du club italien de Bari. Avant tout, j'ai vu ces joueurs qui se sont améliorés dans leur club. Je l'ai dit dès le début, c'est 2 matchs très importants. Il faut donner aussi la possibilité, la chance aux joueurs qui méritent d'être en sélection. On a donné la possibilité à des nouveaux joueurs de se présenter, de rentrer en équipe nationale. Comme ça, je peux les voir en tant que coach. L'absence de 4 joueurs n'a pas surpris l'instance. La non-convocation de Boulbina ou encore celle de Bakrar a suscité plusieurs interrogations. Je peux constater que Boulbina a fait des progrès depuis son arrivée au Qatar. C'est pour ça qu'il doit démontrer beaucoup plus et marquer beaucoup plus. Je suis tous les joueurs algériens au moins une fois. Bakrar est un joueur de boxe, de surface.
Je suis content pour lui qu'il joue dans un grand club bien structuré comme le Dynamo Zagreb, mais il y a beaucoup de concurrence ici. Bakrar n'a joué qu'un match titulaire. Abordant les deux confrontations qu'ils attendent les Verts, Vladimir Petkovic a affirmé que ses poulains sont prêts à relever le défi. Ils feront tout pour que le peuple algérien soit fier d'eux. On a vu comment la Somalie a joué les 2 derniers matchs. Ils auraient pu gagner des points aussi. L'Ouganda, c'est peut-être l'équipe dans notre groupe qui est la plus en forme. Ils n'ont plus perdu de points depuis leur défaite contre nous chez eux. Je parle aussi des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Pour rappel, au terme de la 8e journée, la sélection nationale a de fortes chances de valider officiellement une 5e participation au mondial après les éditions 1982, 1986, 2010 et 2014. Alors, une actualité vraiment très riche avec bien sûr ces rebondissements, avec changements dans l'équipe, beaucoup de choses. D'abord, on l'a entendu, Petkovic a voulu rappeler ses joueurs, même si ce n'est pas des matchs amicaux, où il va faire une revue d'effectifs, mais c'est des matchs mais vraiment couperés. Hein. C'est les derniers matchs avant la qualification Coupe du Monde. Mais probablement qu'il a d'abord voulu créer l'amalgame, que les nouveaux joueurs connaissent le groupe, qu'ils vivent avec le groupe. Et puis pourquoi pas, si jamais il y a un bon résultat face à la Somalie. Donc le match de l'Ouganda, c'est un match pour faire la fête à Tizi Ouzou, on sera déjà qualifié. On rappelle, il ne manque que 3 points. Donc il pourra incorporer de nouveaux joueurs pour les voir évoluer et pour les faire participer à la fête, puisque le stade de Tizi Ouzou, on parie qu'il sera archi-complet. Il n'y a pas que ces 2 matchs, puisque la sélection A' de Majid Boughalla qui prépare la Coupe arabe au Qatar, Majid Boughalla et ses 23 joueurs sélectionnés vont également affronter en double confrontation la Palestine. Ce sera à Annaba, puisqu'on va parler de Saint-Augustin dans quelques minutes. Merci pour la transition. Facile, hein, je pense. Alors, donc le 9 octobre à 20h30, le même jour que le match face à la Somalie, et puis le 20h30, donc juste après, parce que il y a 2 heures de décalage. À Oran, le match se joue à 17h, donc 19h on a le temps, on regarde le journal télévisé et on peut suivre le match. Et puis le 13 octobre, une journée avant le match de l'Ouganda, ce sera à 18h, toujours à Annaba, 2 rendez-vous qui serviront de revue d'effectifs, de répétition avant la Coupe arabe 2025. Alors, principaux sélectionnés, le jeune Yesli, le gardien, Hadid, le gardien de la JSK, il y aura le retour de Bel'id, le capitaine de la JSK, ex-victorieux en Coupe de la CAF, et puis à noter l'attaquant Boulbina, Meziane, Darmoum, Berken, également Bayazid du Mouloudia d'Alger, qui seront donc de la partie dans cette double confrontation face à nos frères palestiniens. D'accord. Et en tout cas, un beau match. Encore une fois, rendre hommage à la Palestine à travers son équipe, bien entendu. En tout cas, ça, c'est l'équipe A'. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Ouais, je vais commencer aussi. Grâce à votre retour chaque dimanche matin, je vais commencer à réviser avec vous le sport. Merci beaucoup, Riyad. On va aller du côté d'Annaba. Allez, pas pour le match. On va rester à Annaba. On va rester, justement, pas pour le match, pour aller s'intéresser à la rubrique de Semera, écume et patrimoine. C'est tout de suite. Le football, c'est pas pour vous du tout, mais l'histoire et le patrimoine, si, puisque cette fois-ci, c'est une visite cultuelle que vous nous offrez de bon matin, à travers bien sûr l'église de Saint-Augustin et surtout tout le périple donc augustinien en Algérie. En Algérie. Alors, pas que Annaba, vous êtes focalisé sur Annaba, mais en réalité, Saint-Augustin, c'est bien plus grand que ça. C'est une pensée universelle, c'est une figure emblématique d'une religion, on est d'accord, mais pas que, parce que c'était aussi un philosophe. Alors, il est né effectivement à l'est de l'Algérie, c'est une fierté pour nous. Il existe déjà un programme sur les itinéraires augustiniens en Algérie, c'est fait par le ministère du Tourisme, à travers ses agences, je pense l'ONAT.
Et puis, donc, Saint-Augustin est né là-bas. Il est né à Sogaras, à Tagaste. Ouais. Il a étudié à Mdaourouch, voilà. Ouais. Donc l'université de Mdaourouch, la première université en Afrique. Il était rhéteur. Donc il va recevoir, on va dire, la révélation, le savoir divin quand même assez âgé. Il va avoir une vie assez tumultueuse, mais à partir d'un certain âge, il va recevoir cette révélation. Il va écrire 2 livres à Ipon, à Annaba, anciennement. Voilà, il va recevoir 2 livres, et il va écrire 2 livres. Donc ça va être le siège de, on va dire, de son installation dans la pensée universelle. Ouais. Il va écrire les confessions de Saint-Augustin et il va écrire la cité de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas écrit que ça, mais dans la ville de Annaba, c'était les plus importants. Voilà, ils ont été écrits là-bas. Donc, Saint-Augustin était un évêque, il a été d'abord un rhéteur, ensuite il est devenu un évêque et il s'est déplacé à travers l'Algérie, à travers l'histoire de l'Algérie, à travers les événements de l'Algérie, à travers l'Algérie de l'Antiquité. Voilà. Nous, on va aller le suivre, tous ceux dans le monde, parce que c'est une figure, c'est un symbole qui est suivi dans le monde entier. On a encore plus aujourd'hui. Exactement. Encore plus aujourd'hui, parce que le nouveau pape a été donc très imprégné par son parcours. Bien sûr, il est il est disciple de sa pensée, de ses écrits. Voilà, donc, et c'est normal. Ça pourrait faire bien sûr une belle trajectoire touristique chez nous aussi. Chez nous. Il a marqué parce que à l'époque de Saint-Augustin, alors il est né en 354 et il est mort en 430. Il est mort l'année où les Vandales sont arrivés, on va dire, en Algérie, en Numidie. Il est mort de cause naturelle, mais il est mort aussi surtout par l'angoisse, parce que toute sa vie, il s'est battu pour conserver la paix. Oui, bien sûr, et les concepts de la religion chrétienne, on va dire. Il a tout fait pour que ça soit conservé. Il s'est battu contre les donatistes, parce que c'est aussi né en Algérie, le donatisme est né en Algérie, contre le rogatisme aussi. Il s'est baladé à travers l'Algérie, il s'est déplacé, on va dire. À travers l'Algérie, il est allé à Mila, parce qu'il y avait un important... c'est un siège, un optate, en fait. Il y a eu plusieurs évêques là-bas, dont un qui était originaire de la même ville que Saint-Augustin. Il est allé même à Carténéa. Carténéa, c'est Ténès. Aussi, en fait, pourquoi l'Algérie? Il est allé dans plusieurs villes. Il est allé à Taoura. Il est allé à Tévès, Tébessa, il est allé en fait tout autour, Kalama qui était à l'époque Guelma, il est allé à Tidis, il est allé à Tibilis, il est allé à Sétif, qui à l'époque s'appelait Sitifis, et nous on le suit dans cette trajectoire et on le suit à travers le patrimoine qui existe aujourd'hui encore, qui est le témoignage donc, de l'histoire de l'Algérie, mais aussi de l'histoire du monde. Parce que c'est lié. L'universalité. Voilà. L'Algérie a déposé cette année donc, plusieurs dossiers, c'était en avril de 2025, donc cette année, et les itinéraires augustiniens en Algérie font partie de ces dossiers. C'est d'une importance capitale, pas seulement pour l'Algérie, mais pour l'humanité, parce que d'abord, les vestiges sont conservés, la plupart du temps ce sont des églises, mais des villes aussi, il y a les techniques, il y a les matériaux, il y a toutes... il y a les écrits. Il y a les écrits, bien sûr. Bon, à l'époque, il y avait les écrits latins. Il y avait en fait les pierres. C'est ça. Voilà, c'est marqué sur les pierres. Ça raconte aussi comment les Romains, l'Empire romain s'est installé en Algérie. Ça raconte comment les Vandales sont arrivés et qu'ils ça fait partie de l'histoire et du patrimoine, donc très important encore une fois à relever, puisque c'est aussi l'objet d'un classement. Vous nous aviez donc présenté quelques classements, quelques régions aussi à classer. C'est une inscription sur la liste indicative de l'UNESCO, donc des biens à protéger et à inscrire dans un futur très proche. Nous, on espère que ça va se faire rapidement. Montage d'un dossier. Oui, non, le dossier est monté. En attendant que l'UNESCO puisse se réunir, les commissions en fait. Le problème, c'est que ça se fait tous les 2 ans maintenant. Et donc tous les 2 ans, il y a des inscriptions en espérant que
les dossiers voilà, seront inscrits au cours des prochaines sessions. Tout à fait. Mais ça intéresse toujours hein, les écrivains, les cinéastes aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est toujours un lieu à visiter. Des lieux à visiter, parce que c'est à l'est, mais aussi à l'ouest. C'est, on l'a dit, Ténès, donc qui s'appelait à l'époque Carténéa, Annaba, le centre, Tagas, Sogaras, Tbessa, Mila. Kelama, il descend sur tout l'Est, mais en fait, Saint-Augustin, c'est partout dans le monde, parce qu'il est allé à Rome, il est allé à Carthage, donc Carthage, Tunisie. Les Tunisiens, jusqu'à aujourd'hui, font des périples, c'est-à-dire de la Tunisie, ils viennent jusqu'en Algérie pour faire visiter à leurs touristes le parcours de Saint-Augustin. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la preuve matérielle, les moyens de l'époque existe jusqu'à aujourd'hui. Quand on va au musée de Annaba, on peut trouver des choses qui ont appartenu, donc soit des poteries, soit des choses comme ça. Et puis, il est allé aussi à Tidis, il est allé à Cirta, et on le sait aussi à travers les basiliques, dans toutes les villes romaines, dans toutes les cités romaines en Algérie, il y a eu ces églises. Oui, il y a eu ces églises. Le culte. Mais Saint-Augustin s'est aussi battu pour l'imposer aux Romains. Sinon, les Romains, je veux dire, ils avaient des cultes païens. Ils avaient des offrandes, des choses comme ça. Donc, la religion chrétienne est venue pour justement stopper ce genre de... Et finalement, c'est resté en Italie. Puisqu'aujourd'hui, il y a le pape qui est installé en Italie. Saint-Augustin, on retrouve au niveau de la basilique de Annaba. Donc la basilique, la nouvelle basilique, hein, c'est une construction coloniale, celle qu'on voit, qui est immense. Ce serait bien d'avoir les images. Celle-là est coloniale, elle date de 1910. La basilique de la Paix, qui s'appelait à l'époque de Saint-Augustin, qui s'appelle Saint-Étienne, qui était dédiée à Saint-Étienne. Saint-Étienne, j'ai du mal à le dire. Et dans les reliques qui étaient entreposées, et en dessous de la... Il y a une image qui le montre dans le montage vidéo, est en dessous de la grande basilique coloniale, en fait, hein, qui a été construite pendant la colonisation française. Saint-Augustin, quand il est mort, il a été enterré dans cette basilique, donc, qui est devenue la basilique de la Paix, et puis ses ossements ont été transférés 2 fois durant l'histoire, pour le protéger, parce que les Vandales, d'abord par les Vandales, ensuite à cause des Sarrasins, pour qu'il ne soit pas détruit, parce qu'il avait une place. On n'oublie pas que c'est le 4e docteur de l'Église chrétienne, que sa parole passée. Ce qu'on voit c'est son caveau. Son caveau, il y a juste un os dans ce caveau qui se trouve à la basilique de Annaba. Mais sinon, ses ossements sont à Pavie, dans l'église de Saint-Pierre, en Italie. Voilà. Ils l'ont rapatrié. C'est un roi qui l'a rapatrié pour le protéger, parce qu'il avait une valeur universelle. Et cette valeur, elle est partie de l'Algérie à travers toutes ces villes que j'ai décrites. Et elle a traversé le monde, et aujourd'hui, il y a des visiteurs qui viennent faire ce périple en Algérie. La plupart du temps, ce sont des chrétiens, mais pas que. Hein. Il y a beaucoup de chercheurs, d'historiens, exactement, qui viennent. Et ce qui serait bien, c'est d'ouvrir encore plus. Le ministère de la Culture, en faisant cette inscription à l'UNESCO, Inch'Allah, va ouvrir beaucoup de perspectives touristiques très vaste pour toute la région, mais pas que, hein, parce que ça commence d'Alger. Quand on va à Notre-Dame d'Afrique, il y a un espace aussi dédié à Saint-Augustin, fils de Sainte-Monique, bien sûr, parce qu'elle a compté aussi dans l'histoire du monde. Parfait. Voilà. Merci pour ce moment d'histoire, et surtout relevé sur le patrimoine. Encore une fois, Semira, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Donc, on se retrouve demain. Voilà, on continuera bien sûr sur notre liste de patrimoine et protection du patrimoine. On vous invite tout de suite, à vous qui aimez beaucoup lire, beaucoup les livres, on vous invite à voir ce reportage concernant un bouquiniste et le métier de bouquiniste. C'est un reportage signé Lamia Bedbouda. Ils ont pour prénom Reda, Khaled ou Abdou. Ils voient défiler les gens et les années, et ils s'efforcent de faire perdurer une tradition mise en péril par les assauts de la modernité. Bouquinistes ou libraires d'occasion qui ont pour passion le livre. اللي خلاني في هذا الميتي بصفة عامة هي حبي للكتاب، حب نقرأ، حب الكتاب،
او ميم طون لقيت بلي ناس ثاني كيحبوا يقراو وما عندهمش واش عندي. يبا وليت ندير لو شونج، وليت نبدل معناتها نشري نبيع نشري نبيع. دخلت في دوره اقتصاديه سيركل ايكونوميك، اللي ما عندوش يجي يشري واللي عنده يجي يبيع عليه. والكتاب احنا نحبوه، يبقى الكتاب هو الكتاب بالنسبه لي. مع القريد دخلت التطور، دخلت الانترنت، بصح الكتاب يقعد هو الكتاب دائما. تقعد عنده واحد الريحه كي تشمي الريحه تاعو برك بركه، سيرتو الكتب القديمه هكذا. Littérature, histoire, bande dessinée, livres d'art ou de jeunesse, tous les domaines sont représentés. Ici, on peut dénicher du simple livre de poche au livre rare ou de collection. De véritables trésors s'y retrouvent sur ces étals. Mais où déniche-t-il ces bouquins? الكتابات كاين باريزون الناس تبيع كتاباتها في ديارها، كاين اللي يموت السيد ربي يرحمه اولادو يبيعوا الكتابات، وكاين وين يمدوهم، كاين اللي يقول لك ارواح وخلى الشيخ شويه كتابات ارواح ديهم. عندنا مصدر ثاني كل الناس يعاونونا في لي ليف، كاين الناس ولا غير يصدقوا يصيبونا هنايا يحسوا بينا، كاين ناس ولا غير يحسوا بينا يشوفوا شحال رانا نتعبوا. يجي الصباح جات حطت لي وحده ان بتيت ساك تاع لي ليف، قلت لها كومبيان مدام؟ قالت لي ولا غير من عندي يا وليدي. ايه يحن قلبهم. اون بليس شوفي كيما نقولوا ماهيش خدمه سهله، سور توت لا جورني. شوفي الشمس، الموفيطون يفوت الريح، يطير لنا لي باج، اجري مور الورقه هذه. Zahra, enseignante de langue française, elle vient de Blida et cette librairie à ciel ouvert est un lieu incontournable de sa visite à Alger. C'est comme une chasse au trésor, c'est comme aller à la quête de quelque chose, et lorsqu'on tombe sur, vraiment il y a parfois des pépites et les prix sont vraiment abordables. C'est un métier qui est quand même dur, le fait de transporter toujours des cartons, le fait de placer, de déplacer, parfois il y a des intempéries, des aléas du temps, etc. Donc franchement moi je salue leur métier, pour moi c'est un métier. Fouillez parmi les étals, il y a certainement un petit trésor qui vous tiendrait compagnie cet été. Vous pourriez aussi échanger ou vendre des titres que vous avez lus. Voilà, c'était un reportage réalisé il y a quelques temps, bien sûr, pour nous montrer l'importance donc des bouquinistes et surtout ces passionnés qui viennent chiner et chercher des perles rares à travers donc des anciens ouvrages, des vieux livres, peut-être des collections, des livres de collection. Eh bien, on va en parler justement de ce beau métier de bouquiniste. Un hommage a été rendu à un ancien bouquiniste de la ville d'Oran qui va être présenté par deux de nos invités, Monsieur Hatchfitas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, marhaba bik. Le plaisir est pour moi. On est content de vous recevoir. Vous êtes accompagné par Mohamed Ould Mahammar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes assistant réalisateur, vous aussi. Oui, oui. Vous étiez donc assistant de Abdelrahman Moustefa, Allah yarhamou, qui était aussi, qui avait beaucoup travaillé oui. à l'époque. Et vous me rappeliez justement ce beau souvenir, oui. puisqu'on avait travaillé avec lui du côté de Mostranum. Oui, voilà. Exactement. Allah yarhamou. Eh bien, un hommage va être rendu, il a été rendu à travers ce beau documentaire, un documentaire qui va mettre en lumière le travail d'un bouquiniste, et pas n'importe quel bouquiniste, un bouquiniste qui a tout consacré à ses livres, ses vieux ouvrages, n'est-ce pas? Oui. Ami Moussa. Ami Moussa fait partie du paysage culturel, littéraire de la ville d'Oran depuis très longtemps. Et Allah yarhamou, il est décédé le 27 septembre, donc à quelques jours du festival, de la projection de son film au festival du film arabe. On a été choqués, bien sûr. Et un mois après, le 1er novembre 2024, c'est mon ami de toujours, avec qui on a bourlingué, fait beaucoup de films ensemble. Monsieur Moustefa Abdelrahman, Allah yarhamou, qui est décédé à son tour.
Oui, oui, c'est triste. C'est la vie aujourd'hui qui malheureusement nous arrache quelques personnes avec qui on aime travailler, on aime discuter, et c'est ça. Mais là, vous avez donc réalisé ce documentaire, vous qui êtes sociologue, journaliste, c'est ça, producteur. Vous vous êtes toujours intéressé peut-être à d'autres personnalités et surtout tous ceux qui nous entourent. Oui, il faut être à l'écoute de son temps, à l'écoute de son environnement, et il faut pouvoir traduire tout raconter leur histoire, les mettre en valeur, et c'est ça l'existence. Hein. C'est comme ça qu'on affirme qu'on est là, qu'on existe, et qu'on est en parfaite symbiose et en harmonie avec ceux qui nous entourent et ceux qu'on aime. Tout à fait. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, films documentaires qui ont marqué aussi le paysage audiovisuel à travers des portraits. C'est des alertes. Quand on parlait tout à l'heure avec ma collègue de patrimoine, vous avez parlé aussi de Rsar, aussi un vieux Rsar. Oui, le Rsar de Territ. De Territ. Oui, effectivement. Voilà, en danger. Donc vous aviez voulu aussi rappeler l'importance de la préservation de notre patrimoine. Et pour la petite anecdote, ce film, je l'ai tourné justement avec M. Mostafa Abdelrahman. Oui. Et c'était un cri d'alarme pour dire, voilà, l'un de nos joyaux tombe en ruine. Oui. Et on explique dans le film pourquoi. Architecturalement, c'est un trésor qu'il faut préserver parce que l'humidité, le passage du temps, pluies, tout ça, ça détruit, ça effrite tout ce qui est architecture locale. Voilà. Architecture de terre. Voilà, architecture, le taube. On construit avec le taube. Et si ce n'est pas entretenu, ça part. Et donc ça devient de la poussière. Et on ne veut pas. Voilà, on veut garder, bien sûr, montrer qu'il y a eu un passage, des humains. C'est notre âme, c'est notre identité. Tout à fait. Et il faut la garder, il faut la préserver. Voilà. Et puis, vous aussi, vous avez aujourd'hui cette lourde tâche de pouvoir raconter aussi à votre façon toutes ces belles rencontres aussi que vous faites au quotidien. Alors, hier, il y a eu une belle projection, et même 2 projections, n'est-ce pas, de ce film documentaire. Tout à fait, oui. Ça s'est passé. Il y a eu une forte émotion. L'assistance était vraiment au top, sélectionnée. D'accord. Ils ont goûté à ce travail, et pour nous, on a été vraiment enthousiasmés et boostés. Ça nous fait chaud au cœur quand il y a du répondant. Bien sûr. Ça prouve qu'on a fait un travail convenable, avec des petits moyens. Des petits moyens. Et même, il y a des personnes qui sont arrivées en retard, vous disiez, et qu'il fallait justement refaire une autre projection. C'est quand même des gens qu'on connaît bien, et c'est des artistes, des acteurs de télé, de cinéma. Des cinéphiles, disons. Des cinéphiles, tout à fait. Ben, on est venu pour ça. Oui. Ben, on a refait un deuxième passage. Ils étaient très satisfaits, très contents de voir ce qu'on avait fait humblement. Tout à fait. Eh bien, on va voir ensemble un extrait, bien sûr, de ce film documentaire, Hammi Moussa, bouquiniste d'Oran. On se retrouve juste après. Moussa, comment se fait-il que vous êtes devenu bouquiniste? J'ai commencé ça à Alger en 75 de Bakhanet et comme ça j'ai démarré avec 30 ans au plateau et 14 ans ici. Ouais, non, pas à Alger.
مشترك في un coin, un espace extraordinaire entre l'évolution extrême d'Oran, le tramway et une ruelle, c'est l'impasse. C'est l'impasse aussi. Je connais Oran comme ville culturelle, avec ses hommes et ses femmes, bien sûr. Parce que c'est les femmes et les hommes d'Oran qui ont créé la culture. Avec Ahmed Sabar, Ahmed Wahbi, Laoui El-Houari, Alloula, Wahbi, Alloula, Ahmed Jalid, Ammar Ben Lahsen, Bakhti Ben Ouda, les Hasni, tous les chanteurs, tous les poètes, tous les hommes de théâtre, de cinéma. Bien sûr que le bouquiniste aime relater et parler donc de ces personnalités qui ont marqué aussi le paysage donc oranais à travers la culture. On parlait donc de ce travail et on s'est posé la question comment est-ce que s'est faite la rencontre avec Ami Moussa? Pourquoi ça a été donc vous avez été attiré par ce bouquiniste? Une publication sur Facebook. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, oui. Il y a une dame, une photographe qui a fait un petit reportage et ça nous a attiré l'attention. Notre attention, bien sûr. Abdelrahman nous dit tiens, ça c'est un beau sujet à faire. Veux-tu qu'on y aille le voir? Ben, je lui ai dit parfait, moi, tu sais, il n'y a pas de marche arrière. C'est ça fait. On y va, on voit le bonhomme. Plutôt, on a vu sortir une personne d'une voiture déglinguée. Oui, complètement abandonnée, oui. Une Lada. Oui. C'est ce monsieur qu'on a vu dans le reportage photo. Ça. On s'approche de lui. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Moussa? Oui. Très affable, très correct, très bien nippé. Très cultivé. Très cultivé. On est venu vous voir pour vous demander l'autorisation de vous faire un portrait. On nous dit, mais vous savez, moi je... Très modestement. Très modestement, je n'ai pas de quoi vous payer. Hein. Mais on ne cherche pas à gagner de l'argent sur votre dos, monsieur. Tout à fait. Nous ne sommes pas des journalistes, ni faisons partie d'une chaîne... Nous sommes des indépendants. Des indépendants. On a eu ce coup de cœur, on voudrait vous interviewer. Ah bon, alors là, c'est autre chose. C'est autre chose. Eh ben, vous avez tout Et vous avez travaillé avec lui combien de temps On a commencé en 2016. Oui. On a fait des allers-retours de Mostar à Oran, maintes fois, une vingtaine de fois. Et un beau jour, notre caméra tombe en panne. Et on y était à sec. Oui. Et il fallait terminer le travail. Il fallait terminer le travail. Vous aviez promis à monsieur. Bien sûr, il manquait une chute. On est resté quand même un bon moment à l'arrêt. 8 ans quand même, c'est énorme. Oui. Bon, comme notre frère et ami Haj Fitas était à nos côtés, bon, à l'époque, il était occupé à faire d'autres choses. Un travail. Je suivais un peu ça de loin. De loin, quand même. Mais on se communiquait et tout. Un beau jour, on se rencontre les trois. Et alors, notre fille, il nous pose la question. Votre travail, oui. Votre travail, qu'est-ce qui devient? Ben voilà. Ouais. On est tombé en panne et on a... Mais on peut le faire. Vous êtes tombé sur un autre passionné comme vous. Ben oui. Et le travail a pu quand même continuer. On se connaissait avant. Hein. Bien sûr, bien sûr. On se connaissait. On parlait de ça. Oui, oui. Et finalement. Et finalement, donc, allez. La reprise a été faite par M. Fitas. Voilà. La continuité et la post-production. Bien sûr, c'est important. Le montage. Le montage, les chevronnés pour ce métier. Le choix de la musique, et on a terminé le film. Le festival est là, il le propose, il est retenu. Très bien. C'était ravi. Joie, mais alors... Magique, c'était magique. C'était magique. Ben oui, cette petite rencontre, ce petit choix, peut-être fortuit, qui est finalement arrivé au festival du film arabe. Le jour où on a été vraiment sélectionné, Abdelrahman, il était heureux. Il était très heureux. Oui. Très heureux. Il dit, au moins, on est arrivé à faire quelque chose qui va être
vu par tout le monde. Par, oui, le grand public. Et depuis, c'est vrai que vous n'avez pas eu de prix, vous avez été quand même sélectionné, vous avez été vu par un bon nombre de personnes, surtout les gens, les personnes qui connaissaient M. Ami Moussa, c'est sûr qu'ils ont eu une tendresse particulière aussi, j'imagine. Pendant le festival, on a fait salle pleine à la Cinémathèque d'Oran, parce qu'il était connu à Oran. C'est clair. Il voulait en savoir plus sur ce monsieur, c'est clair. Oui. Et donc, mais c'est pas un coup d'essai, ça. Hein. Ça, c'est un aboutissement de toute une aventure de collaboration et surtout d'autoproduction. Avec Abdrahman, on a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'on s'autoproduit en tant qu'indépendant, on n'attend pas qu'on nous donne des aides et tout ça. Une idée nous plaît. On y va. Un exemple. En 1990, on a appris que M. Bertolucci, qui avait été 7 fois oscarisé pour son film Le Dernier Empereur, on a appris qu'il était en train de tourner Thé au Sahara à Ben Abbas. Vous avez été. Alors, on a pris une caméra, on s'arrange toujours pour trouver des amis, des gens qui nous aident, et on constitue une petite équipe. Là, on est parti à 2, notre voiture, on est parti, on a fait le film sur Territ, et après on a continué sur Ben Abbas, et on a fait donc le making-of du film de Thé au Sahara avec Bertolucci. C'était en 1990. Ça remonte. Pas, hein. Et bien d'autres, Il y a eu donc un très beau documentaire sur l'Afrique, fait son cinéma à Alger, bien d'autres, des rencontres avec aussi gros plan sur Kateb Yassine, sur un défenseur de la cause palestinienne aussi. Stéphane Hessel. Tout à fait. Des très belles rencontres, en tout cas, que vous avez voulu mettre en lumière à travers votre travail, à travers aussi de collaboration avec toutes les personnes qui sont passionnées comme vous de cinéma et bien sûr de films documentaires. Oui, nous on est dans le documentaire. Bon, on est la fiction, c'est un peu plus, ça demande beaucoup de moyens, ça demande de l'argent, des équipes. Le film documentaire aussi, mais ça demande énormément de recherche. On s'investit, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Tout à fait. Et puis ça demande beaucoup de cœur. Mais vous étiez heureux hier, j'imagine. Ah, forcément. Et je tiens à dire un grand merci à notre ami Kamil Asla, qui est de la fondation Asla. Et il a tout de suite sauté sur l'occasion quand il a vu que le public était intéressé et qu'il y avait des retardataires et tout, qui ont demandé à revoir le film. Il a tout de suite, on fait une deuxième. Voilà. Et j'imagine que vous allez quand même continuer à le projeter, peut-être, s'il y a invitation. S'il y a invitation, mais je vais juste vous dire un petit problème qui se pose à nous. Vous savez, avec mon ami Abdrahman, on a essayé d'avoir un visa d'exploitation du film pour le montrer dans les salles, un peu partout, à la télé et tout ça. Et on ne nous a pas donné ce visa. Vous attendez peut-être que par votre passage aujourd'hui on nous a dit... voilà, vous n'êtes pas une société, vous êtes des indépendants. Nous, on ne reconnaît pas les gens qui sont indépendants. Donc, il faudrait faire un registre de commerce. C'est difficile. Peut-être par votre passage ici, vous donner, ce sera l'occasion. Vous allez faire un passage à la radio actuellement? Oui. Il faut que, par exemple, le ministère de la Culture pense aux gens qui travaillent aux indépendants, qui leur facilitent les choses. Pourquoi cette bureaucratie rigide? Voilà, le message est passé, peut-être. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On souhaite longue vie à ce beau film documentaire consacré à ce bouquiniste Ami Moussa. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Ould Maammar. Et puis, à très bientôt pour d'autres productions, peut-être. Bon courage à vous. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à vous, monsieur Hadj Fitas, et à très bientôt. Je vous laisse tout de suite en compagnie de ce reportage signé Lamia Bedbouda qui nous fait découvrir la participation étrangère au 17e Festival international de la bande dessinée. On se retrouve juste après avec nos participants.
Bienvenue dans l'univers des bulles, des crayons et de l'imagination. Avec plus de 17 pays représentés et pour sa 17e édition, le Festival international de la bande dessinée met à l'honneur l'Égypte qui nous fera découvrir les artistes du monde de la bande dessinée arabe. D'abord, je dois dire que j'ai été très honorablement accueilli dans ce pays frère. Autant que mangaka et auteur, j'ai été agréablement surpris de constater l'intérêt des autorités algériennes pour le 9e art. J'étais vraiment heureux d'assister à une cérémonie honorant les précurseurs algériens dans le domaine de la bande dessinée. دكتور مليكة يعني جت وكرمت القدامى الصناع الجزائريين امبارح. Nao Koribayashi, un célèbre mangaka japonais. Joe est l'un de ses célèbres travaux qui a été adopté à l'écran en 2005. Primé plusieurs fois, il a commencé sa carrière très jeune. Je suis très honorée d'être ici pour partager la culture japonaise à travers des personnages emblématiques comme Chibimaru Koshan et Captain Tsubasa. Ils viennent de ma ville, Shusaoka. Comic Palestino Rojo est un projet engagé qui met en avant la cause palestinienne. Pedro Rojo, expert en bande dessinée, a réuni plusieurs BDistes palestiniens pour exposer leurs travaux. Un cri collectif, en petite bulle, et qui sonne comme un moyen de lutte et de résistance. La Palestine a besoin qu'on porte sa voix au monde. C'est bien que des BDistes étrangers en parlent, mais c'est excellent d'entendre la voix des BDistes palestiniens. Conférences, expositions, rencontres avec des mangakas de renommée internationale, séances de dessin, de scénarios, cosplay. Ce festival est un véritable carrefour des cultures où les styles se croisent et la passion du dessin réunit petits et grands. De retour sur le plateau, eh bien, c'est le dernier jour. Vous pourrez donc profiter aujourd'hui. C'est le 5, donc la fin donc, du Festival international de la bande dessinée. Il y a eu beaucoup de participation étrangère. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir les Italiens parmi nous. Et pour ce faire, donc, nous allons présenter notre artiste. Il s'agit de Guincy Galizia. Oui, bonjour, c'est Giusy. Giusy, ah ouais, j'ai du mal. Bienvenue, buongiorno. Buongiorno. Voilà, vous êtes artiste de bande dessinée. Oui. C'est cela? Illustratrice. Oui, illustratrice. Voilà. Et Lorenzo Paloni. Oui. C'est cela? Bonjour. Ciao, buongiorno. Ciao. Voilà. Vous êtes vous aussi illustrateur et scénariste de bande dessinée, c'est cela? Voilà. Et avec nous, nous avons le plaisir d'avoir Lilia Babarissa, qui est donc qui va nous permettre donc de converser, surtout de traduire. Voilà. Vous êtes la chargée de communication de l'Institut culturel italien. Voilà. Une belle participation avec le Centre culturel italien et l'ambassade d'Italie ici à Alger, avec la participation donc italienne, puisqu'il y a eu une belle rencontre, des ateliers qui ont été organisés en marge du festival. Effectivement, les artistes ici présents, ils ont pu en fait transmettre toutes leurs idées sur la BD italienne. Donc on a organisé quelques workshops, non seulement à l'Institut culturel italien d'Alger, mais aussi au stand de l'Institut. Et aujourd'hui, ça va être une conférence aussi sur le stand du FIFDA, enfin sur la scène générale du FIFDA. Tout à fait. Alors, beaucoup de choses ont été faites et surtout qui ont participé avec des jeunes aussi, qui ont pu participer à ces workshops, n'est-ce pas? Alors, comment ça s'est passé, surtout avec l'illustration, parce qu'il y a eu beaucoup d'ateliers? Allora, ai workshop tantissimi giovani hanno partecipato. Com'era il movimento con i bambini e i giovani che hanno partecipato? Molto entusiasti, anche molto amorevoli. I bambini erano contentissimi di partecipare, di vedere le spiegazioni che gli facevamo, l'aiuto che gli davamo con i disegni. C'était vraiment un moment enthousiaste parce que les enfants, ils étaient très très contents de partager avec nous, de savoir avec toutes les informations qu'on leur a données, comment dessiner, comment créer. Donc ils étaient vraiment contents.
C'è una grande voglia da parte dei ragazzi e delle ragazze algerine di raccontare, di esprimersi. L'abbiamo vista proprio sul campo. Et Lorenzo, en fait, sur place, il a noté que plusieurs jeunes Algériens, mais plusieurs aussi enfants, ils avaient cette envie d'apprendre, de savoir de plus sur la BD, de comment dessiner. Donc, il y avait vraiment un bon retour. Voilà. C'est magnifique parce que bien sûr, il y a eu donc concevez une illustration, des couvertures de croquis à l'impression carrément, hein, ça a été cela. Hein. Effectivement, allora, avete fatto il tutto, di spiegare come si fa la copertura di un fumetto, di come creare un fumetto da zero, avete un po' toccato il tutto. Sì, esatto, abbiamo fatto diversi incontri, 2 conferenze per ora e ne faremo un'altra oggi. Effectivement, nous avons jusqu'à aujourd'hui, on a fait 2 conférences au FIBDA et à l'Institut où on a partagé ces idées-là. Et aujourd'hui, on va faire une autre pour encore plus partager nos connaissances sur la BD. Anche perché il fumetto è fatto di tante parti, del disegno, della scrittura, di mettersi in gioco con le proprie emozioni e cerchiamo sempre di aiutare gli studenti a fare questo lavoro. Il faut savoir aussi que la bande dessinée, elle est faite de plusieurs parties. Donc il y a le scénario, il y a l'illustration, mais il y a aussi, il faut jouer avec les sentiments aussi de comment créer l'histoire. Donc voilà, il y a plusieurs étapes dans une BD. J'imagine. Alors, j'imagine que Monsieur Paloni rêve de bulles à chaque fois puisque lui est scénariste et peut-être que dans ses rêves, il y a toujours des histoires à raconter. Allora, tu fai il scenario, ma mi sa che suoni sempre di balloni. Allora, sì, lo sogno in continuazione più che altro per me è un'ossessione raccontare. C'est vrai, c'est un quotidien, mais aussi c'est plus une obsession de raconter. Che poi è diventato il mio hobby e il mio lavoro, quindi di conseguenza quando non lavoro faccio comunque fumetti per hobby. Et avec le temps, c'est devenu mon hobby, mais aussi mon travail. Donc même si je ne travaille pas, je le fais quand même par passion. Voilà. Ouais. Et actuellement, il fait partie d'une association qui le rend plus visible à travers, bien sûr, le monde et en particulier l'Europe, à travers ses illustrations, son travail, bien sûr. Allora, adesso fai parte di un'associazione che mi sa Mamma Aiuto, sì. Che ti dà visibilità, che ti dà più mercato anche su tutto l'Europa, sei un po' più presente. Sì, è una piccola associazione di autori, di cui fa parte appunto anche Giusy, e lavoriamo su storie completamente nostre che non fanno tanto parte del mercato, ma quindi piacciono di più ai lettori. Bah, alors, c'est une petite association de jeunes BDistes, on va dire. Elle fait partie aussi Giusy avec eux, et c'est un peu à part, ça n'avait pas marché vraiment dans le marché, ce n'est pas vraiment dans le marché européen, mais en fait on le fait à part, par passion, c'est leur petite histoire qu'ils font, et ça donne vraiment un bon résultat, ça touche pas mal de public. Anche perché le regole del mercato spesso non piacciono così tanto ai lettori, quindi bisogna trovare sempre nuove storie da raccontare. Et il faut savoir que les règles du marché, ils ne sont pas toujours adaptés non seulement aux lecteurs, mais aussi aux écrivains, aux illustrateurs, donc ils ont un peu leur chemin privé. Bien sûr, et ça permet aussi de belles rencontres, de faire de belles rencontres à travers le monde. D'ailleurs, le FIBDA en est une véritable occasion pour faire des rencontres comme ça avec des artistes de bande dessinée du monde entier. Infatti, allora lei ha spiegato che sono momenti anche di incontri bellissimi, e attraverso il FIBDA per esempio fate incontri con altri artisti, con tantissimi mondo, dunque toccate un po' il mondo. Assolutamente, anche proprio 20 minuti fa ero a fare colazione con 2 artisti egiziani e non è solito per noi europei avere dei Comic-Con, dei momenti di incontro con per esempio artisti africani. Absolument, ça me fait plaisir parce qu'il y a 20 minutes je prenais mon petit déjeuner à l'hôtel avec les Égyptiens qui participent aussi, qui est l'invité d'honneur. Et pour nous, en tant qu'Européens, on est vraiment contents de partager les idées entre les 2 parties du monde, donc par rapport à la BD, et voilà. E il nostro è anche un lavoro molto solitario, quindi diciamo abbiamo bisogno di momenti del genere per scoprire anche il mondo fuori dalla nostra stanza. Et il faut savoir que notre travail, c'est un travail plutôt solitaire, c'est un mode solitaire, donc le fait d'être dans ce genre de festival, ça nous permet de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même monde que nous. C'est ça, tout à fait, vraiment. Hein. Rencontrer des personnes et surtout donner la passion à d'autres jeunes, comme par exemple les jeunes qu'ils ont pu rencontrer. Alors, parler avec Madame Galizia, comment est-ce qu'elle est arrivée à ce monde donc, de la bande dessinée et de l'illustration? Allora, soprattutto con i giovani, e attraverso questi workshop eccetera, tu hai parlato tantissimo con i giovani, ma lei la domanda era come sei arrivata in questo mondo di illustrazione? Allora, di base fin da piccolina ho sempre disegnato da quando ho memoria,
Depuis petite, j'ai toujours dessiné. E raccontare storie è un'esigenza, raccontare di te. Io parlo molto di emozioni nelle mie storie. Lei, dans ses histoires, elle parle beaucoup d'émotions. Quindi era un modo per sfogarsi ed era la cosa più istintiva perché disegnando tutto il giorno. C'était un monde pour que je sors un peu de mon monde quotidien et un peu pour tout lâcher dans les dessins, dans tout ce que je fais. S'éclater, hein. Voilà. È venuto da sé, non so come si può dire. Donc il est venu, enfin c'est venu comme ça, c'est un instinct qui est venu. Je dessinais à chaque fois. Non c'era alternativa. Il n'y avait pas d'autre alternative. Ouais, pas forcément avoir fait une école, donc académie dans le domaine du dessin. Lei ha fatto una scuola Ho fatto solo studi artistici, prima l'istituto d'arte, la scuola di belle arti. Si, elle a rejoint l'école des beaux-arts italienne, voilà. Ouais. E poi sono andata a Firenze a studiare in una scuola apposta per i fumetti et l'illustrazione. Et une fois à Florence, j'ai continué mes études dans une école spécialisée dans la bande dessinée et l'illustration. L'illustration, c'est magnifique. Ouais. Ça donne du rêve à tous les jeunes, les enfants surtout, dès qu'on est petit, le premier livre qu'on veut avoir, c'est un livre bien sûr avec des images et des beaux dessins dans un livre. Tutti i bambini amano i fumetti. La prima cosa che amano comprare quando sono piccoli, questo, con immagini, un libro con immagini. Sì, è fantastico, è la cosa a cui non avevo pensato prima di ritrovarmi a fare questo lavoro è che quando li disegni e poi vai alle fiere, i tuoi lettori saranno dei bambini. Et c'est vraiment fantastique, parce que quand je dessinais, j'avais pas vraiment conscience qu'une fois dans les foires, dans des festivals, c'est les enfants qui vont les lire, ils seront vraiment contents, et d'avoir des retours de ces enfants-là, c'est vraiment incroyable. Exactement. Et quelle est sa technique principale dans son dessin d'illustration? Qual è la tua tecnica principale quando fai il disegno? La tecnica, io lavoro in tradizionale, quindi disegno a mano. Moi, je travaille sur le traditionnel, donc je dessine à main. E poi il colore lo faccio in digitale. Après, le coloriage, je le fais en digital. D'accord. Très bien. Ah, très bien. Parce qu'aujourd'hui, on voit de nouvelles techniques. Aujourd'hui, on travaille sur des tablettes. Aujourd'hui, on fait appel aussi à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça fait pas peur à ces métiers? Ça vous fait pas peur aujourd'hui? Perché ormai adesso ci sono i tablet, ma ci sono pure l'intelligenza artificiale. Non vi fa paura questa cosa? Certamente sono una questione importante al mondo d'oggi. Sicuramente hanno preso una parte del mercato, soprattutto dell'illustrazione. Et c'est vrai que ça a pris une grande partie du marché sur le monde d'illustration. Però per me lavorare in tradizionale è anche un modo per rilassarmi, per godermi di più il mio lavoro. Moi, je la vois qu'en travaillant sur le traditionnel, ça me permet de plus aimer mon travail, de vraiment donner une bonne image de ce que je dessine. J'imagine. Per me l'intelligenza artificiale ancora è un qualcosa che dobbiamo capire appieno, soprattutto quella generativa. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on doit encore comprendre à un plein temps. Però non fa tanto paura per il nostro lavoro perché le persone cercheranno sempre un po' d'umanità in quello che leggono. Ça ne fait pas peur dans notre travail ou ça n'attaque pas notre travail parce que les personnes cherchent toujours le point humanitaire dans notre travail. C'est clair. Sì, e invece per il digitale, per esempio lavorare su iPad, è più un problema per noi che siamo workaholic. Par contre, travailler sur le digital, par exemple sur une tablette, c'est plus un problème pour nous, qu'on est vraiment trop dans le travail. E quindi non smetti mai, anche sul treno, in aereo, ça va continui a disegnare. Donc on continue de dessiner partout, dans le train, dans l'avion, partout. D'accord, j'imagine. Alors, j'imagine que lors de ce festival de la bande dessinée, ils ont fait donc de belles rencontres. Peut-être que ces rencontres vont leur inspirer une belle bande dessinée? Allora, durante questo festival avete fatto dei bei incontri. Magari alcuni incontri danno ispirazione per il futuro?
Allora, intanto sicuramente nel senso che ogni momento in cui viaggi, in cui vivi, c'è sempre dell'ispirazione, ma tutta l'umanità che c'è stata, diciamo, che ci è stata mandata addosso, sicuramente si trasformerà in qualcosa di visivo. Bah, déjà, le fait de voyager, quand on est ici, on a vu un autre monde, un monde très très beau, et le fait aussi d'avoir parlé avec les gens, d'avoir échangé avec les personnes, cette humanité, cette énergie qu'on a eue, bien sûr qu'elle va se transmettre sur quelqu'un, sur nos BD, sur le monde de l'illustration. Ogni volta che fai un festival ti ritrovi a parlare tutti i giorni di fumetti e di storie e quindi ne esci sempre carico. Et à chaque fois que vous vous retrouvez dans un festival, vous rencontrez plusieurs personnes, de nouvelles nationalités, nouveaux mondes. Et à chaque fois qu'on sort de ce festival, on sort déjà chargé et plein d'émotions. E poi l'Algeria è un mondo per noi visivamente bellissimo e affascinante, quindi sicuramente ci porteremo tante immagini meravigliose a casa che dovremo rimettere su carta. Et pour nous, l'Algérie, c'est un monde très très beau, très très fascinant. Et le fait de retourner à la maison, on va sûrement porter quelques images, images de ce qu'on a vu et les reproduire en illustration. Ben, tant mieux. En tout cas, on est méditerranéens, on se ressemble un petit peu, hein, les Italiens et les Algériens, de manière, dans le caractère surtout aussi. Et siamo mediterranei, ci assomigliamo. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. On rappelle l'actualité. Aujourd'hui, il va y avoir une conférence. Effectivement, ils vont faire une conférence aujourd'hui à 13h au niveau de l'Iyad el-Fath. Donc, on vous attend nombreux. Ils vont un peu expliquer les demandes, l'illustration, le scénario et comment travailler sur les deux pour avoir une BD. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Gracias. Grazie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous, Lilia Babarissa, d'avoir été parmi nous pour nous permettre de converser. Bon courage à vous, bonne conférence, à bientôt. Grazie, merci beaucoup. Voilà, shukran. Eh bien, merci. On vous laisse en compagnie de Jamal Aroussi, une belle chanson. On se retrouve juste après pour retrouver Hassan Arad. كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عمالي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا خليك يا لايم وعلاش تلومني في حالي لو طلعت غرامي تبكي على بكايا نار غرام حبت تشوفي وكداد في دخالي الصهد والجفا والحجرة تردفوا عليا سرطان الهوى عمدني وعزم على قتالي سلسيف ودعاني طعتو آسد بيا سيوف ماضية ومزارق ومحاد حاضلي ميلي لا نسلم ونضيع إذا عفا عليا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عمالي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا وإذا عنده مالي شكوى غاب وقوالي هج الغرام يا ناس بطاط الجافية عليا سيف الغرام قسم قلبي والغير ما درالي لا طبيب فاتني ولا طلبة دبروا عليا مشيت للفقيه نعيد له كل ما جرالي قال لي عشق الريم هذاك علاش جيت ليا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عمالي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا Reprise de Jamal Aroussi à travers donc cet extrait. Eh bien, nous aurons le plaisir de retrouver peut-être Hassan Arad plus tard ou de la prochaine fois. En tout cas, c'est Fla Nour qui le remplace ce matin. Bonjour Fla. Oh, je ne sais pas si je saurais le remplacer. Non, elle va avoir sa rubrique pour nous parler bien sûr de notre communauté établie à l'étranger, surtout donner toute l'actualité. C'est la nouvelle rubrique dont vous allez donc présenter dorénavant chaque dimanche.
bien sûr, donner toute l'actualité, les rendez-vous à ne pas rater, voir ce qu'il y a donc de nouveau, n'est-ce pas? Bonjour Fella. Exactement ça. Bonjour Amel. Heureuse de retrouver toute l'équipe de la matinale. Oui. Heureuse aussi de retrouver le réveil matinal surtout, source d'énergie. Tout à fait. Donc nouveau décor, nouvelle conception, concept. Qui concerne toujours la communauté algérienne à l'étranger, donc nos compatriotes. Et donc, il va être question de toutes les activités, toutes les news et les informations qui va concerner justement la communauté algérienne à l'étranger, partout à travers le monde. C'est pour ça qu'on va essayer de trouver justement bon nombre d'Algériens partout, hein, même tout à fait. En Corée, au Danemark, un peu partout. Pas qu'en France ou en Espagne, où là où la communauté est plus forte. Exactement ça. C'est pour ça qu'on a appelé la rubrique Algériens du monde, les news. Donc voilà, donc on va essayer d'aller un peu partout, piocher dans toutes les activités qu'organisent les associations algériennes à l'étranger. Elles sont très actives, il faut le souligner. Mais pas que. On va aussi parler des Algériens qui sont là, qui viennent aussi organiser des choses. Et ils sont nombreux et de plus en plus nombreux. Exactement. Ça, il faut aussi en parler, parler de ce qu'ils font en Algérie. Ils partent un peu partout aussi, à Tlemcen, à Constantine, vers le sud, vers le nord. Tout à fait, vous avez l'habitude de les suivre d'ailleurs. Toute l'Algérie. Et ils viennent de partout aussi, vous l'avez dit, du Japon aussi. La dernière fois, on a retrouvé d'ailleurs un des compatriotes en Kabylie du côté de Esfoun, et c'était une belle rencontre aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'en plus, ça va être dans les deux sens. Donc, et je pense, Amel, et tu seras d'accord avec moi peut-être, que c'est ça qui illustre les ponts et les passerelles. C'est que le travail se fait d'un côté comme d'un autre. Et ça, c'est extraordinaire. Et il faut dire que depuis quelques mois, ou depuis quelques années, enfin 2-3 ans peut-être, ça s'accentue, c'est intense. Et il y a beaucoup d'Algériens qui rentrent, qui investissent, ou des gens qui vont faire des allers-retours, mais il y a toujours un lien très fort. Très fort. Et c'est vrai, on l'a vu bien sûr à travers des startups, à travers aussi des montages donc, de projets formidables, intéressants. Et bien entendu, ils sont toujours ravis de revenir au pays. Hein. Leurs ressources, ça y est, ça revient très vite. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui est nouveau ou nouveauté par rapport aux dispositifs, par rapport aux communications, par rapport aux informations qui concernent ou qui sont émises par le secrétariat d'État auprès des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, j'y arrive. Et donc on va essayer de communiquer un petit peu ce qui se fait de nouveau pour faciliter d'un côté parfois des procédures, pour parler de dispositifs, comme par exemple il y a quelques mois le lancement d'une page qui a pour titre Octobre les Katib Daoula. Donc écrire au secrétaire d'État. Donc il s'agit d'une page d'une consacrée où chaque Algérien qui est à l'étranger, qui a une préoccupation, il peut écrire, il peut aller vers cette page, écrire au secrétaire d'État. Et il peut poser le problème ou poser juste ou faire des remarques tout simplement. Il peut s'agir de juste d'un simple constat et tout ça. Donc ça rapproche. Ça rapproche, exactement. On enlève de plus en plus de barrières pour faciliter avec son pays d'origine, de certains Algériens dans l'économie nationale, dans beaucoup de choses. Tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui par exemple, on va pour commencer, on va aller à Berlin, Bruxelles, Marseille, Japon. J'ai oublié une autre. On va bien voyager. Paris
et Béjaïa. Béjaïa, je vais t'expliquer. Le point de chute. Le point de chute. Pourquoi Béjaïa? D'accord. Voilà. Donc, mais avant d'aller vers ces villes, il y a deux événements phares qui se sont déroulés ce week-end. D'abord à Berlin. Une rencontre des compétences algériennes, peut-être qu'on verra les images, une rencontre qui a regroupé des compétences de tous les secteurs, tous les domaines, et il était question justement de trouver des axes pour mieux s'impliquer ou s'impliquer plus facilement justement dans le développement du pays. Donc on est sorti, et ça c'est à l'initiative. On le voit. D'ailleurs, ils sont nombreux. Ah oui, c'est ça, oui. Et c'est à l'initiative de son Excellence ambassadeur, notre ambassadeur en Allemagne, l'Arbi Hajali. Et on est sorti avec un atelier et avec un groupe de coordination qui sera, lui, appelé à se réunir un peu plus souvent. Pas que, il va faire une feuille de route, il va établir une feuille de route et des actions qui vont certainement être aussi visées pour justement... Bénéfiques pour l'Algérie, pour le pays, des rencontres, des allers-retours avec ces hommes d'affaires, des industriels, n'est-ce pas, des chercheurs. Exactement. Et parmi les personnes qui étaient d'ailleurs présentes, c'est le paysagiste de renommée mondiale, Kamel Louafi, notre ami Kamel Louafi, qu'on salue ce matin. Qu'on reçoit souvent. Oui, et d'ailleurs, je ne devrais pas donner la source d'information. La source d'information. Tout à fait. Mais il y a une bonne équipe qui travaille aussi au niveau des représentations diplomatiques, il faut le dire. D'accord. Et une équipe jeune et qui est très efficace. La deuxième rencontre, elle s'est passée à Alger. Entre Alger et plusieurs villes européennes. C'est le secrétaire d'État chargé auprès des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, qui était avec aussi le ministre de l'enseignement supérieur, qui ont eu une rencontre par visioconférence avec les étudiants algériens. D'un côté, soulever un petit peu leurs préoccupations, mais pas que. C'était un message de soutien pour tous nos étudiants qui sont à l'étranger. Donc, il y a eu de Budapest, Francfort, Berlin et d'autres villes aussi. Donc, plusieurs villes étaient connectées à cela. Il y avait un message très fort, très fort par le secrétaire d'État Sofiane Chaïb qui a tenu à aller vers eux, les rencontrer. Son soutien et sa présence aux côtés de nos étudiants qui parfois galèrent, il faut le dire. Oui, quelquefois, bien sûr. Des petits jobs ou bien sûr des stages. Des stages, surtout dans les entreprises. Absolument, absolument. On a peut-être une image. Oui, on va le voir d'ailleurs dans quelques minutes. Justement, cette rencontre avec les étudiants, c'est en même temps pour comprendre aussi les préoccupations de ces étudiants. C'est des étudiants qui seront appelés à revenir au pays, aussi à occuper des postes, trouver donc des opportunités avec l'Algérie. C'est des futures compétences. C'est ça. Les étudiants, on les voit à l'image. Voilà, c'est le secrétaire d'État. Et il y a eu un échange très, très convivial, très chaleureux, en tout cas, il faut le souligner. D'accord. On va aller vers ce qui est culturel. Oui, oui, oui. Donc, on va revenir un petit peu une semaine en arrière les artistes. Les artistes, je m'en doutais. Ils ont fait un tabac, n'est-ce pas? C'est le groupe El Basta. Le groupe Basta à Bruxelles. En ce moment, on entend beaucoup parler d'eux. C'était incroyable. D'ailleurs, c'était à guichet fermé. Oui, toujours. C'est souvent à guichet fermé. Guichet fermé. Je crois qu'ils ont même été obligés de rajouter une date. D'accord. Basta. Il faut rappeler que le Basta, c'est un ggroupe qui est d'Oran. Oui, oui. C'est une belle formation. Une belle formation. Et la particularité, c'est qu'ils vont vers notre patrimoine immatériel, le rail, mais c'est le rail authentique, c'est-à-dire des sources. On est revenu vers les sources, et c'est ça qui plaît au public. Au public, et on a un public incroyable, tous les âges. Un public connaisseur, un public qui est à la recherche, bien sûr, de cette authenticité, et surtout revenir, bien sûr, à tous ceux qui ont créé, bien sûr, le rail à l'époque, et qui l'ont gardé tel qu'il était.
Voilà. Les maîtres. Les maîtres. Et la chanson oranaise, hein, en général. Hein. Je ne sais pas si on a des images. On a vu l'image de l'Elbosta sur scène. Oui. Et c'est vrai qu'ils font que ça le comble. Hein. On a eu l'occasion de les recevoir sur Alger, mais ils n'avaient pas besoin de trop de publicité. Hein. Déjà, leurs fans étaient déjà. Ils savaient où ils étaient, ils savaient où ils allaient se produire. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est toujours à guichet fermé. Absolument. Un autre événement, c'est à Marseille, à la Foire internationale, et 25 entreprises algériennes participent à cet événement. 200 mètres carrés et un monde, une affluence remarquable vers les produits algériens. La plupart des entreprises, c'est des entreprises dans l'agroalimentaire. Et on les voit. On les voit. C'est des images amateurs, bien sûr. Et les produits du terroir algérien séduisent de plus en plus. Un succès, mais assuré. Pas que des Algériens, mais toutes les nationalités. C'est vers les 200 mètres carrés de l'événement. Il faudrait rappeler que l'événement se poursuit jusqu'au 6. Donc, pour les personnes qui n'ont pas eu... Jusqu'à demain encore. Vous avez encore la journée d'aujourd'hui et celle de demain pour pouvoir encore aller visiter ces stands. Si vous êtes du côté de Marseille, pas très loin, donc en tout cas, vous pouvez y aller, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même les bijoux de notre patrimoine. Il y a les produits de beauté aussi, qui ont un succès et qui gagnent du terrain. C'est vrai, les réseaux sociaux ont beaucoup aidé, tout cela. Et même les fromages. Oui, oui. Et les fromages, alors que depuis, enfin, il y a une dizaine d'années, peut-être que le fromage n'était pas notre spécialité. Aujourd'hui, on a eu des prix. On avait des spécialités, mais vraiment de grand-mère et c'était toujours les mêmes spécialités. Là, on est en train de un petit peu d'élargir l'éventail et donner vraiment des produits qui peuvent aller à l'international. Et c'est déjà le cas, puisqu'on a participé à des foires, on a participé à des concours et toujours on a de bonnes participations. Donc tant mieux. Et dernièrement, je crois qu'il y a un fromage qui a eu un prix, bien sûr. Qui a eu un prix, le Chant des Fleurs ou quelque chose comme ça. De Boussaïda. De Ain Oussara. Non, un autre. Un autre, carrément. Il faudra qu'on en parle alors. Ah oui. Il y a un autre fromage dernièrement qui a aussi remporté le premier prix, il est de Ain Oussara. Voilà, donc j'avais lu cette info quelque part. Il y a une autre expo qui se poursuit jusqu'au 8, mais c'est l'expo universelle d'Osaka. Et là, c'est un autre axe qui est pris en compte, c'est la destination Algérie. Donc, la promotion du voyage vers l'Algérie. Et donc, il y a la participation de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la wilaya d'Alger. Il y a l'Office national du tourisme, bien sûr. Bien. Et on a exposé les costumes algériens, entre autres les costumes classés par le patrimoine mondial par l'UNESCO, entre autres la Chedda de Tlemcen. Exactement, et il y a aussi, parce que l'expo se poursuit jusqu'au 8 octobre. Et avec ça, il y a eu aussi l'utilisation de la réalité virtuelle, donc des visites virtuelles vers des sites, vers des endroits. Dommage, on n'a pas les images pour ça, mais c'est aussi un pavillon qui a eu beaucoup de succès. Très bien. Auprès des à Osaka, à Osaka, au Japon. Je rappelle que c'est au pays du soleil levant, donc c'est bien loin. Donc l'événement se poursuit jusqu'au 8 octobre. D'accord. On va... Béjaïa Pas encore. On va au Centre culturel algérien à Paris. Donc, le Centre culturel algérien qui a un programme, il faut le dire, très riche depuis quelques temps, depuis même quelques années, et jusqu'au 17 octobre, mais là on va en parler la semaine prochaine pour le 17 octobre, parce que le 17 octobre c'est un peu spécial, c'est un chapitre. C'est le gros dossier, et donc vraiment il y a un programme exceptionnel à l'occasion.
à l'image de l'événement aussi. Donc, en attendant, il y a l'exposition Fragments. Fragments. On va voir Fragments d'ailleurs. Voilà, Fragments d'ailleurs. On a l'affiche normalement de Nesrine Sahaba qui parle d'Oran. On parlait d'Oran tout à l'heure et on avait un invité d'Oran, d'ailleurs que M. Fitas que j'ai rencontré il y a quelques semaines à Oran, non? Ah, carrément. Lors d'une mission. Et avec qui j'ai fait un entretien qui n'est pas encore diffusé, on va le diffuser en tout cas. Donc on revient à l'exposition, qui est proposée par Sabha, Nesrine Sabha, et qui a pour titre Fragments d'ailleurs, parle de la ville d'Oran. Il parle de toute cette beauté de la ville, mais aussi des civilisations qui ont traversé cette ville et tout ce qui... Traverse sa peinture. Ah, exactement. Et c'est une belle exposition. Hein. Elle se poursuit jusqu'au 11 octobre. Donc on a encore le temps d'aller jeter un œil à cette expo. Ça vaut le détour. Très bien. On va le 11 octobre. Il y a aussi un événement pour les amateurs du malouf. Et il y en a énormément. Donc, il va y avoir, on l'a déjà reçu plusieurs fois, le jeune Nazim Lemnawar, qui a une voix mais exceptionnelle aussi, et qui propose. On voit sa formation. Voilà, mais on va écouter. On écoute un morceau. On va en écouter un morceau. ما تدري باش يسيك الصباح وفي صحر قم قابل الحماية فني فنونك مع الملاح. Il a une très belle voix, une belle prestance magnifique aussi. Voix. On l'avait reçu. D'ailleurs, c'est une famille de musiciens et généralement, il est avec son frère et sa sœur aussi. Et vraiment, il fait un travail extraordinaire. Il est entre l'ancienne école et le moderne. Et le moderne, donc il a pu créer cet équilibre. Tout à fait. Et on a les deux générations. Tout à fait. Et il a une souplesse par rapport à ça, et c'est en plus de cette magnifique voix, bien sûr. Donc Nazim Nawar sera au Centre culturel algérien à Paris le 11 octobre à 19h30. Très bien. Donc voilà, pour les amateurs du malouf. Oui, reste Bdjaya. On va rester. On va aller à Bdjaya. Pourquoi Bdjaya? Bdjaya, il va y avoir à partir du 10 le Festival international du théâtre. Et cette année, c'est l'Afrique qui est à l'honneur. Mais en dehors des invités du continent africain, il y a aussi les artistes algériens établis à l'étranger. Et parmi ces artistes, il y a Elisa Biaggi, qui est algérienne et italienne en même temps. On a eu le plaisir de la recevoir plusieurs fois sur ce plateau. Elle va être au centre culturel, à la maison de culture, pardon, de Béjaïa le 12 à 18h, donc avec sa pièce théâtrale. C'est un monologue qui s'appelle Le fil rouge. Le fil rouge qui raconte l'histoire de sa grand-mère et de cette période coloniale, sa grand-mère qui a subi les tortures. Tout à fait. Et elle raconte cette histoire. Avec beaucoup d'émotion. À chaque fois. Elle a déjà fait une petite tournée en Algérie, à commencer par le Théâtre National Ahmedine Bacharzi, où c'était une émotion palpable pour tout le public. Et voilà, donc elle revient avec cette pièce théâtrale à Béjaïa. Elle a fait Oran, Constantine. Un peu partout. Hein. On la suivait assez régulièrement à travers ses présentations, sa présentation. Elle est aussi dans le cinéma, donc je crois que dans quelques années... on va entendre parler d'elle encore. Parler d'Elisa Biaggi. Donc tout à fait. Retenez bien ce nom, Elisa Biaggi, donc avec fil rouge, le 12 octobre à la Maison de Culture de Béjaïa. Très bien. Donc voilà. Pour ce qui est donc de l'acte culturel, vous avez ramené des ouvrages, encore une fois, pour non pas pour faire une rubrique littéraire, mais beaucoup plus présenter. C'est aussi, ils font partie de
de la communauté. On termine avec ça? Allez-y. Alors, on a d'abord le livre de Smaïl Chertouk, L'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes. Ou tu la kiffes. C'est un livre un petit peu qui revient vers le dialecte algérois ou algérien d'une manière générale. Et donc, on explique un petit peu, c'est un dictionnaire un petit peu qui explique quelques mots. C'est sorti l'année dernière pour le SILA, je pense. Hein? Exactement. Oui. Exactement. Il a sorti un deuxième livre, Étranger de souche, qui aussi parle un petit peu de la communauté. La communauté algérienne à l'étranger. On a aussi... rapidement Kautar Adili. Oui. Kautar Adili qui vient de sortir un beau livre qui raconte un petit peu. C'est une autobiographie qui raconte un petit peu sa vie à Alger. Voilà, donc je vous l'offre. Merci. Là, ben voilà, on arrive à la fin. On termine avec, Nazim. On termine avec Nazim, bien sûr. Merci beaucoup, Fla. On se dit dimanche prochain, rendez-vous pris avec cette nouvelle rubrique consacrée à l'actualité, bien sûr, culturelle et surtout donc tout ce qui concerne notre communauté établie à l'étranger. On te dit bonne journée. Merci aussi. Merci beaucoup. Et puis on dit merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. J'espère que vous avez apprécié cette émission en votre compagnie. On se donne rendez-vous dès demain à partir donc de 8h. Et puis on se dit à très vite. Tout de suite, juste après, il y aura bien sûr l'instant matin avec Marie Moussaïd et son invité. Au revoir et bonne journée.